Et coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vous retrouve enfin pour faire la FAQ que je vous avais proposée début janvier je crois, que je vous avais fait une boîte à questions sur Instagram pour que vous puissiez me poser du coup les questions que vous aviez, et je vous avais aussi fait un post sur YouTube pour que vous puissiez faire la même chose. Et écoutez, avec les questions que vous m'avez posées, que ça soit autant sur Instagram que sur YouTube, j'ai fait un micmac pour en arriver à cette vidéo-ci où j'ai quelques petites questions. Vous allez voir, c'est surtout des questions qui sont liées à la lecture, qui sont liées aux réseaux sociaux, mais il y a 2-3 petites questions comme ça, anecdotiques, personnelles. Donc je vous propose qu'on s'attaque tout de suite à la première question. Je suis armée de mon téléphone où j'ai toutes les questions que vous m'avez posées. Et la première question que vous me posez, c'est comment as-tu décidé de te lancer sur YouTube? Alors, YouTube, ça a été le dernier réseau sur lequel je me suis mise, puisque avant tout, je suis sur Twitch. Je vous en parle à chaque fois, donc là, rien de nouveau sous les tropiques. Je suis sur Twitch depuis, on est en 2025, donc ça va faire 4 ans, 3 ans. 3 ans en avril, quelque chose comme ça, je crois. Début d'année. Ouais, peut-être même février. Non, mars, ça doit être pour la Saint-Patrick. Je crois que c'est le jour de la Saint-Patrick qu'on fête. C'est l'anniversaire Twitch, donc c'est marrant. Donc ça va faire 3 ans. Ouais, 2022, ça va faire 3 ans. Du coup, c'est le 17 mars, la Saint-Patrick. En même temps, j'ai Instagram aussi avec Mirazonchi. Instagram, je l'avais créé bien avant, mais je l'avais créé en 2017 quand je venais de valider ma licence de japonais. Et voilà, j'étais très inconstante dessus, puisque par la suite, j'ai déménagé au Japon et là, je postais plus du tout. Donc, j'ai rien posté pendant plusieurs années. Et le fait de m'être mise sur Twitch, de parler de lecture sur Twitch, m'a relancé sur mon Instagram que j'ai renommé, parce qu'à l'époque, je m'appelais pas Mirazonchi dessus, mais je l'ai renommé en Mirazonchi. Donc, j'ai eu Twitch, Instagram au début, et par la suite YouTube est arrivé. Et pourquoi je me suis lancée sur YouTube, c'est parce qu'il y avait certaines choses que je sentais qui se prêtaient pas forcément à Twitch, Twitch c'est du spontané, c'est de l'instantané. Donc c'est cool pour discuter, mais c'est plus difficile pour ancrer des choses dans le temps, puisque ce qui se dit sur Twitch ne reste pas dans le temps, ne reste pas sur Internet. Et Instagram, c'est des formats courts, ça se prête pas à des longs discours. Et vous savez que j'aime bien faire des longues vidéos, donc vraiment sur Instagram, je me serais tiré une balle dans le pied. Et c'est YouTube qui me semblait le plus logique. Et comme j'avais envie de vous partager aussi mes avis lecture, de vous partager tout mon monde de la lecture, je me disais que YouTube c'était le plus propice pour ça, donc voilà pourquoi YouTube. La seconde question est: comment as-tu rencontré ton chéri? Du coup, je vais les faire par ordre chronologique, je vais pas du tout les faire par ordre de perso, pro, j'ai pas trié, vraiment, je les prends tels quels. Et donc, comment j'ai rencontré mon chéri? Donc c'est une anecdote un peu drôle, puisqu'on s'est rencontrés à ce qui s'appelait à l'époque Pôle Emploi, maintenant je ne sais plus du tout comment, France Travail je crois que ça s'appelle maintenant. On s'est rencontrés à Pôle Emploi, je crois que je vous l'ai déjà raconté, mais je vais, pas de souci, pour les petits nouveaux qui sont arrivés, je vais vous refaire un petit topo. En gros, quand je suis revenue vivre en France, donc je suis revenue fin août 2020, après avoir vécu plusieurs années au Japon, j'étais donc au chômage, mais c'était normal, c'était voulu, et je voulais me laisser un petit moment de battement avant de retrouver un travail, le temps de profiter de ma famille que je n'avais pas vue depuis plusieurs années. Et cependant, pour toucher le chômage en France, j'étais obligée d'être inscrite à Pôle emploi. Pas le choix, je vais m'inscrire à Pôle emploi, tout en sachant qu'en plus, je me suis inscrite dans ma ville natale, puisque j'étais retournée chez mes parents en revenant en France, et que je comptais pas rester vivre dans ma ville natale. Donc je savais clairement que je comptais pas sur Pôle emploi pour me trouver un boulot, mais il fallait que je sois inscrite. Donc je me suis inscrite, et comme j'avais moins de 27 ans, ou j'avais... Oui, ça devait être jusqu'à 27 ans. J'étais obligée d'assister à des ateliers. On a dû en faire 3. Des ateliers en groupe pour rechercher, pour apprendre à chercher du travail. Donc moi, ça me semblait un petit peu marrant parce que j'avais déjà travaillé, j'avais travaillé à l'étranger, j'avais cherché du boulot à l'étranger. Donc bref, je savais, j'ai été obligée d'y aller, mais je savais que ça allait me servir à pas grand-chose. Je vous le dis, ça m'a servi à rien du tout. J'ai appris à faire un CV et à faire une lettre de motivation. Je le savais pas du tout, dis donc. Ça faisait 3 ans que je travaillais à l'étranger, je savais pas du tout faire ni un CV ni lettre de motivation. Bref, c'était inutile à ce niveau-là. Mais c'est durant ces ateliers que j'ai rencontré Axel, donc mon conjoint encore maintenant, qui, lui, sortait d'école, s'était donné... ça faisait 2 ans qu'il était en année sabbatique parce qu'il avait des projets qu'il voulait essayer de faire de son côté. Ça n'a pas forcément abouti comme il le souhaitait. Donc du coup, il a commencé à pointer à Pôle emploi. Et il a été obligé, lui, il a 2 ans de moins que moi. Donc il a été aussi obligé de faire ces ateliers-là. Et c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés. Puisque il était franchement drôle, il l'est toujours. Donc son humour m'avait déjà tapé à l'œil. Et il avait l'argument principal dès le premier jour. Il avait un t-shirt Gryffondor d'Harry Potter. Comment vous dire que tout de suite, ça m'a intéressée. Et donc depuis, on est ensemble, donc c'était en septembre 2020, on est en janvier 2025. Je vous laisse faire les calculs, mais ça fait faire plus de 4 ans qu'on est ensemble maintenant. Ensuite, on me demande: tu te sens bien sur Bookstagram? Oui et non.
Oui et non, c'est-à-dire que, je suis contente du contenu que je propose. Là, depuis, récemment, j'ai une nouvelle formule, sur comment vous partager mes avis lecture. Ça, j'en suis très contente, j'aime bien la façon de faire, je trouve que ça match avec le temps que je peux octroyer au fait de faire des avis lecture et au fait d'avoir une esthétique qui me convienne un petit peu. Donc ça, je suis contente de ça. Mais en même temps, Bookstagram, c'est un petit peu un endroit un peu ingrat, je trouve, parce que ça prend vachement de temps de faire des avis lecture, ça prend vachement de temps de faire des stories. Parce que si on poste pas de stories, si on poste pas pendant quelques jours, c'est la mort des créateurs de contenu. On se sabote, en fait, si on poste pas pendant 1 ou 2 jours, c'est la fin du monde. Donc j'essaye d'être constante et c'est compliqué d'allier, d'allier une fréquence quand même assez soutenue et en même temps, bah, de pas se sentir pressurisé parce que c'est ça, en fait. C'est qu'à devoir en fait, c'est ça, c'est au bout d'un moment, il faut trouver la balance entre j'ai envie de poster et je dois poster et il y a des fois et un peu trop souvent à mon goût, je poste parce que je dois poster et que si je ne poste pas, bah, je vais perdre des abonnés. Concrètement, c'est ça, hein, et que c'est pas parce que j'ai forcément envie de poster ce jour-là. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, j'aime beaucoup ma façon de faire. C'est le moment où je me jette un peu des fleurs. Mais j'aime beaucoup ma façon de vous poster mes avis. J'aime beaucoup les petites stories comme ça que je vous fais à droite à gauche. J'aime beaucoup vous montrer aussi les box Veryloot que je reçois mois après mois. Enfin voilà, j'aime bien ce que je fais, donc je m'y sens bien si je cherche pas à regarder les découlés, même si bah du coup je trouve ça un peu dommage que je sois suivie par près de 2400 personnes sur Instagram, mais qu'il y ait à peine 150 personnes qui lâchent un like sous les photos. Enfin, où sont les 2300 personnes? Enfin, c'est ça. Ça, c'est un petit peu décourageant. Le fait de voir les abonnés qui stagnent. Vraiment, ça va faire 2 mois où je stagne entre 2400 et 2420 personnes qui s'abonnent. Ça fluctue, mais ça n'a jamais dépassé les 2420. Donc c'est un peu triste, je trouve, et c'est un petit peu démoralisant parfois. Donc c'est pour ça que je vous dis que Bookstagram, pour moi, c'est un milieu qui est un peu ingrat, parce qu'on y prend plaisir, mais en même temps, on nous rend pas forcément le temps qu'on y investit. Donc c'est un petit peu dommage. La question suivante est si tu devais nous recommander un livre. Est-ce que tout le monde s'y attend si je vous dis Orgueil et préjugés de Jane Austen? Oui, et en même temps, je ne pense pas que ce soit le livre qui convienne à tout le monde, puisque bah, on est sur de la romance historique, et c'est pas forcément le genre qui met tout le monde d'accord, même si c'est pas forcément mon genre de prédilection non plus de base, hein, mais Orgueil et préjugés a une saveur particulière pour moi, et je n'encouragerai jamais assez de le lire. Et en même temps, je trouve que c'est une question un petit peu difficile. Je vous avoue que j'étais en train de regarder ma bibliothèque, là en fait c'est tout... Là, là c'est tous les livres lus que j'ai dans ma bibliothèque, et je trouve que la question est assez difficile, parce que bah, il n'y a jamais un livre qui va pour tout le monde, mais si ce n'est pas Orgueil et préjugés que je dois vous recommander, dans ce cas-là, ça serait une saga, je vais tricher, mais ça serait la saga de la passe miroir. Oui, je sais, c'était prévisible de ma part. Eh bien écoutez, il y a une bonne raison pour que je vous en parle à chaque fois, c'est parce que pour moi, c'est une saga qui est hyper complète. C'est une saga dans laquelle on va suivre des personnages fabuleux, qui nous emmènent dans un monde de fantasy génialissime. On a une histoire d'amour qui est très belle, on a des personnages hyper marrants, des personnages hyper drôles. Enfin vraiment, j'ai la passe miroir, en fait. La passe miroir, c'est tellement important pour moi que je vous encourage à le découvrir. Que vous soyez jeune ou vieux, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de genre, il n'y a pas... Vraiment... Ouais, la passe miroir, pour moi, c'est tellement important que je vous encouragerai tous à le découvrir. La question suivante, c'est de quelle façon organises-tu tes journées, travail, réseau, vie privée? Ça, c'est la question à 3000 euros. Parce que je n'ai pas vraiment d'organisation à proprement parler. Il y a celle que j'aimerais avoir et celle que j'ai véritablement. Déjà, il y a une chose qui rentre en jeu, c'est que mes horaires de travail ne sont pas les mêmes d'une semaine à l'autre. J'ai une amplitude horaire au total qui va de 8h à 19h, sauf qu'il y a une semaine, je vais commencer à 8h et finir à 16h30, et il y a la semaine suivante où je peux commencer à 10h40 et terminer à 19h. Donc déjà, le temps que je vais avoir le matin et ou l'après-midi ne sera pas le même et l'organisation ne sera pas la même non plus. Deuxième point à prendre en compte, c'est que par exemple en ce moment, la luminosité est très faible. Donc pour tourner des vidéos YouTube ou du contenu qui nécessite d'avoir une bonne lumière, des vidéos YouTube, donc prendre des photos pour Instagram, filmer des réels ou quoi, c'est plus compliqué et l'amplitude horaire disponible est vraiment plus petite. Sachant que je ne suis pas forcément chez moi dans la journée quand je travaille, même si je suis une semaine sur deux en télétravail, eh bien il y a une semaine sur deux où je ne le suis pas et c'est compliqué de produire du contenu durant la journée puisque le matin il fait nuit, le soir il fait nuit et du coup je me retrouve à rusher le week-end. Je vais vous donner mon organisation de cette semaine, on est lundi, donc ça serait l'organisation idéale. On est lundi, je suis en télétravail et je fais l'horaire le plus tard, donc celui qui commence à 10h40 et qui finit à 19h dans mon travail salarial.
Le matin, du coup, ce qui se passe, c'est que je suis malade en ce moment, donc j'ai mis un petit peu de temps pour sortir du lit aujourd'hui. Mais concrètement, je vous ai filmé une vidéo déjà ce matin. Présentement, nous sommes durant ma pause déjeuner, donc c'est pour ça que je cours un petit peu après l'horloge pour vous filmer cette vidéo. Nous sommes du coup pendant ma pause déjeuner, donc j'ai 1 heure de pause déjeuner durant laquelle je vais filmer cette vidéo et essayer de prendre moins d'1 heure pour vous filmer cette vidéo. Voilà. Ce soir, je finis à 19h. À 19h30 commence un stream Twitch, donc un live, puisque tous les lundis soirs, nous sommes en live Twitch. Pendant cette petite fenêtre de 19h, 19h30, j'espère pouvoir avoir le temps de manger, passer un petit peu de temps avec mon conjoint qui, lui, sera déjà rentré du travail, puisque ce matin, je ne l'ai pas vu, il est parti tôt. J'espère, ce soir, avoir ça sera même pas une demi-heure, mais un bon quart d'heure à lui octroyer. Et ensuite, je streamerai de 19h30 jusqu'à, je pense, quelque chose comme 22h30. Une fois 22h30 arrivé, je pense commencer à faire du montage d'une des 2 vidéos que j'ai tournées aujourd'hui, que ce soit celle que je suis en train de filmer avec vous ou maintenant, ou celle que j'ai filmée ce matin. Commencer le montage aujourd'hui, ça serait idéal. Demain, mon programme, c'est quoi? C'est que demain matin, je n'ai pas de vidéo à tourner puisque je les aurais déjà tournées aujourd'hui. Donc, faire du montage à fond les ballons. Je me lève à 7h toute la semaine et je commence à 10h40. Je suis chez moi, je n'ai pas besoin de sortir. Je m'habille en général le midi, mais ça, on ne dira rien. Et du coup, je vais avoir 3h30 demain matin pour faire du montage. Donc ça va être très très cool. Demain midi, pendant ma pause déjeuner, je pense que je n'aurai pas terminé mon montage dans la matinée. Je le finirai donc pendant ma pause déjeuner. Et le soir, je n'ai pas de live Twitch le mardi soir. Donc je vais pouvoir, à mon avis, refaire du montage et idéalement écrire des avis lecture aussi. Ça serait quand même pas mal chouette puisqu'il ne faut pas oublier que certes YouTube prend du temps, mais il y a aussi Instagram qu'il ne faut pas mettre de côté. Mercredi matin, rebelote pour du montage, puisque le montage, ça prend du temps et que je suis plus efficace le matin que le soir. Le midi, je pense que j'aurai peut-être le temps de m'octroyer un petit peu de lecture, puisque là, lundi, pendant le stream, je vais pouvoir lire. Mardi, ça me semble compliqué de trouver du temps pour lire. Mercredi midi, j'espère pouvoir me dire que mon heure de pause déjeuner sera pour de la lecture. Et le soir, je suis de soirée. Donc, en général, le mercredi soir, c'est le soir qu'on s'octroie avec Axel pour nos activités, que ce soit aller au cinéma. On a des soirées jeux de société aussi qu'on a un mercredi sur 2 avec des amis. Donc, en général, le mercredi soir, il n'y a pas de réseaux sociaux pour moi. Ce jeudi matin, ça sera de nouveau tournage. J'aimerais tourner une autre vidéo pour prendre de l'avance pour la semaine où je ne serai pas en télétravail et que je ne pourrai pas filmer. Du coup, tournage jeudi matin, jeudi midi, à mon avis, ça sera finalisé et programmé tous les posts Instagram pour la semaine suivante. Et jeudi soir, je n'ai rien de prévu. Donc, à mon avis, il y aura du montage à faire, il y a toujours du montage à faire. Vendredi matin, finaliser le montage de la vidéo qui sortira le samedi matin, donc le lendemain matin, pour la proposer en avance au radis YouTube. Le vendredi midi, normalement, il y a peut-être moyen que j'ai un petit peu de temps pour moi, mais j'aimerais possiblement tourner des réels le midi. C'est là où la luminosité est la plus chouette, donc à mon avis, en profiter pour filmer des réels, ça pourrait être très cool. Vendredi soir, 19h30, de nouveau, stream Twitch, donc je vais encore avoir cette petite fenêtre d'une petite demi-heure entre 19h et 19h30. Enfin, même pas 19h30 parce que je commence le stream avant, mais avoir cette petite fenêtre pour pouvoir passer du temps avec Axel. Le samedi, c'est pas compliqué. Samedi matin, de 9h à 13h, je suis en stream Twitch. 13h, 15h, c'est la pause déjeuner où je profite un petit peu d'Axel. Donc, on a 2 heures pour se voir un petit peu. Ensuite, de 15h à 18h, ça sera de nouveau stream Twitch, mais cette fois-ci pour du coloriage. Donc, ça ne sera pas de la lecture, mais ça sera des loisirs créatifs. Donc, ça, c'est très chouette. Et ensuite, samedi soir, nous sommes de soirée avec Axel et des amis. Donc, la soirée, ça sera pour ma vie perso. Et enfin, on arrive à dimanche ou dimanche matin. Ça sera un stream de nouveau de 9h à 13h. Donc, ça sera de nouveau pour les réseaux que je passerai du temps. Et dimanche après-midi, j'en profiterai pour tourner une vidéo qui sortira pour la semaine suivante. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Concrètement, là, encore plus l'hiver avec la luminosité qui est basse, je passe beaucoup de temps à tourner mes vidéos pendant mes pauses déjeuner et mes matinées. C'est très compliqué. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais je n'ai finalement pas beaucoup de temps. Personnellement, je ne passe pas beaucoup de temps avec Axel. Et on se voit surtout sur des fenêtres de libre que j'ai entre mon travail ou les réseaux sociaux. Et parce que c'est ça qui me prend beaucoup de temps. Et le fait d'avoir un travail salarial à 100%, qui 5 jours sur 7, avec 7h30 de boulot par jour, bah ouais, je cours un petit peu après le temps pour avoir le temps justement de produire du contenu et ne pas oublier Marie et mon couple et ma vie de famille et mes proches et mes amis. C'est un petit peu compliqué, je vais pas vous mentir. Question suivante, on nous dit quel est ton livre de coloriage préféré? Mon livre de coloriage préféré, je pense, et c'est sans trop de surprise, que c'est Le Méchant. J'ai la flemme d'aller chercher mes cahiers de coloriage, mais je vous mettrai l'image ici. C'est Le Méchant, déjà, premièrement, parce que la thématique, deuxièmement, parce que je trouve que les résultats de ces coloriages sont fabuleusement fabuleux. Je le trouve très, 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 très beau, même si j'en ai plein d'autres des cahiers de coloriage avec des superbes résultats, mais Le Méchant...
Bah oui, effectivement, il a une place toute particulière dans mon cœur. Je trouve qu'il est j'aime beaucoup les couleurs, il a une complexité qui permet de passer du temps sur chaque coloriage, mais en même temps, je suis pas en train de me prendre la tête sur chaque coloriage, donc je l'aime beaucoup, ouais, je pense que c'est le méchant. Question suivante, quelle a été ta meilleure LC de cette année? Donc dans les lectures communes qu'on a pu faire en 2024, quelle a été ma préférée? Bah, c'est sans grande surprise que je vais vous dire Plein ciel, je vous l'ai cité dans mon top 5 2024, il s'agissait d'une lecture commune, donc ouais, Plein ciel. Ensuite, quels sont tes objectifs envie lecture pour 2025? Je m'en suis moins fixée que l'année dernière. En 2024, je m'étais fixé plusieurs objectifs que j'ai plus ou moins réussi. Là, en 2025, j'ai pas envie de forcément trop me fixer d'objectifs, si ce n'est de lire 120 livres à l'année. Voilà, je suis arrivée, je crois, à 117 ou 118, je sais plus ce que je vous disais, en 2024. Je m'étais fixé un objectif de 150, donc c'était carrément utopique. Mais là, 120, c'est un poil plus challengeant que ce que j'ai réussi à faire cette année, mais pas impossible. Donc, 120, ça me paraît pas déconnant. Et sinon, mes envies de lecture, ça serait de moins me calquer sur les pales que je vous sors tous les mois. Parce que des fois, je me renferme un petit peu dans les livres que je m'étais préparés dans le mois et ça correspond pas ou plus forcément à l'envie que j'ai sur l'instant T. Et je me retrouve à lire des livres parce que je les avais préparés pour ma palle du mois, même s'ils me font plus forcément envie. Et à contrario, d'être un peu frustrée parce qu'il y a d'autres livres qui me font grave envie sur l'instant T, mais que je ne lis pas et en me disant oui, bah, je les mettrai le mois prochain, sauf que le mois prochain, bah, l'envie sera peut-être plus la même. Et donc ouais, je pense qu'essayer de moins m'emprisonner dans ces pales, ça n'a jamais été l'objectif. C'était plus pour quand je fais ces pales, c'est plus pour me donner une ligne directrice quand j'ai pas d'idée, de savoir ce que je veux lire, en me disant bon bah je me réfère à cette petite sélection que je me suis faite, mais le but c'est pas de m'emprisonner, et puis si mon envie va ailleurs, bah qu'elle aille ailleurs, quoi. C'est aussi bien, c'est aussi ça. Donc je suis pas forcément une mood reader, mais il y a des fois bah il faut écouter aussi son envie du moment dans la lecture comme dans tout. Ensuite, tes projets pour 2025. J'ai pas forcément, alors personnellement, j'ai pas forcément de projet pour 2025. Je vais fêter mes 30 ans en 2025 et j'ai pas de projet. Je vais juste, à mon avis, avoir une petite crise de la trentaine, le constat de me dire que j'ai rien fait de ma vie. Enfin, il n'y a pas à s'apitoyer sur son sort, c'est juste un constat que les différentes choses que j'ai pu entreprendre dans mon passé, dans ma jeunesse, n'ont pas forcément abouti à quoi que ce soit. C'est pas grave, c'est con, mais c'est pas grave. Après, en projet, personnel, j'ai vraiment pas de projet. Avec Axel, on aimerait être propriétaire, sauf que on habite sur Lyon, on est locataire actuellement sur Lyon. Lyon, ça coûte la peau des fesses d'être propriétaire, et on gagne pas des milliers et des cents, vraiment, on est un poil au-dessus du SMIC tous les deux. C'est pas glorieux, donc c'est impossible en fait de devenir propriétaire à notre niveau. Donc c'est un projet que on a en toile de fond, mais bon, bah j'arrive à 30 ans et ça va commencer à tarder. Enfin, ouais, je pense qu'il faut si on doit devenir propriétaire, il faudrait que j'hérite de cette grande tante que je ne connais toujours pas. Non, vraiment, c'est un projet que je me fixe plus, en fait, parce que ça me fait plus mal au cœur de me rendre compte que c'est impossible. Donc, pas vraiment de projet personnel. Et au niveau professionnel, bah, toujours le même. Espérer pouvoir un jour quitter mon emploi actuel qui me déplaît toujours autant, que je déteste toujours autant mon travail. Espérer pouvoir ne serait-ce que trouver un temps partiel, vivre partiellement d'un travail salarial et vivre partiellement des réseaux sociaux, ça serait vraiment un projet de fou. Enfin, c'est un objectif, en fait, c'est pas vraiment des projets. En fait, je me suis égarée de la question, je m'excuse. Mais ouais, le projet, ça serait ça. Si quelqu'un m'entend là-haut, s'il te plaît. Mais ouais. Mais sinon, au niveau projet, sur YouTube, je me rends compte que je vous fais moins de vlogs. Alors pourtant, j'adore faire des vlogs. Mais en même temps, je me rends compte que j'ai pas grand-chose à vous dire en vlog. Parce que bah, je suis les 3/4 du temps au boulot. Donc je vous filme une bribe le matin où je suis la tête dans les fesses, et une bribe le soir où vous dire bah, j'ai lu 20 pages. Il n'y a aucun intérêt. C'est pas forcément hyper intéressant. Donc ce que je me suis dit, c'est que pour 2025, j'aimerais bien vous faire des vlogs thématiques. Par exemple, j'en sais rien, mais je lis 3-4 livres de tel auteur, donc faire un vlog thématique sur tel auteur, ou faire un vlog thématique sur tel genre littéraire, ou ça, ou ça. Vous faire plutôt ça, mais sinon, j'ai pas de grands projets. Vraiment, j'ai pas le temps. En fait, j'ai pas le temps pour réfléchir à des projets. C'est clairement mon ennemi de toujours, le temps. Question suivante. Quelle lecture t'a donné particulièrement envie de te lancer sur les réseaux? Il n'y a pas vraiment eu de lecture qui m'est... c'est pas une lecture qui m'a donné envie de me lancer sur les réseaux. C'est, comme je vous ai dit, j'ai lancé mon compte Instagram. C'est techniquement, dans la chronologie des choses, c'est lui le premier à être arrivé pour les réseaux sociaux, ou là où j'en suis maintenant. Et c'est suite à une conversation avec une amie de fac qui, elle, connaissait l'univers de Bookstagram que je ne connaissais pas du tout, et elle savait que j'aimais beaucoup lire. Et elle me disait, oui, tu savais qu'il y avait toute une bride d'Instagram qui s'appelle Bookstagram, où c'est des gens qui publient leurs avis lecture, qui parlent littérature, et je pense que ça pourrait te plaire. Et elle-même s'était
créé un compte et je m'étais dit, bah attends, je vais créer un compte et puis au pire, on sera toutes les deux à suivre et puis c'est pas grave, quoi. Et au final, je me suis pris d'amour pour l'univers de Bookstagram. Après, comme je vous dis, je suis partie vivre à l'étranger, donc je m'en étais un petit peu écartée, mais je continuais à consommer du contenu parce que je m'étais abonnée à pas mal de chaînes sur YouTube. Donc je continue à consommer du contenu sur YouTube. Et quand je suis revenue en France, j'y suis revenue en fait, parce que c'est quelque chose de trop important pour moi. Donc c'est pas forcément une lecture, même je serais incapable de vous dire un livre. Je crois que si on remonte sur mon compte Instagram, mais vraiment, on remonte, donc ça doit dater de 2017. Quand est-ce que je me suis lancée? Été 2017. Et il me semble que le premier livre dont je vous ai parlé, c'est Les Fleurs du Mal. Donc voilà, pas du tout quelque chose que je pense vous présenter maintenant. Mais ouais, Les Fleurs du Mal, voilà. Mais c'est pas le livre qui m'a donné envie de me lancer sur les réseaux, très clairement. Ensuite, as-tu de temps en temps des pannes de lecture? Pas vraiment. Je vous avoue que j'ai pas à me plaindre de ça. J'ai des fois où je lis un poil moins. Mais quand je lis pas, en général, c'est parce que quand je lis pas ou que je lis très peu, c'est soit parce que j'ai des événements dans ma vie perso qui font que j'ai pas le temps de lire ou que j'ai pas l'énergie nécessaire pour lire, mais c'est rarement un manque d'envie. Au contraire, je suis plus du genre à me plaindre que j'ai envie de lire, mais j'ai pas le temps de lire. Donc c'est très rare. En fait, même de souvenirs, j'ai pas de souvenir d'une panne de lecture. Des ralentissements de lecture parce que je suis fatiguée. Ou parce que j'ai mes règles, hein. Je sais pas vous les filles, mais moi quand j'ai mes règles, c'est plus compliqué. Mais sinon non, jamais vraiment eu à me plaindre de panne de lecture. Et je touche du bois pour que ça continue comme ça. Ensuite, question simple, Yelena ou Christelle Dabos? Question simple mais difficile à répondre, mais là pour moi la réponse est toute faite, c'est Christelle Dabos, parce que je vous ai déjà parlé de la passe miroir dans cette vidéo, c'est trop important pour moi, même si j'adore Yelena, même si j'adore Persona, Christelle Dabos je la connais pas du tout, je lui ai jamais parlé, donc je peux pas juger l'humain, là où je peux vous dire que Yelena c'est une personne en or. Christelle Dabos je la connais pas, mais au niveau des écrits, la passe miroir pour moi est trop importante, donc ça serait Christelle Dabos, mais à voir la fin de Persona, parce qu'à tout moment elles vont arriver toutes les deux sur le podium, on ne sait pas. Ensuite, à quand un petit frère pour Uta? C'est pas du tout en projet, donc Uta c'est mon chat, si jamais vous ne saviez pas. Un petit frère pour Uta, absolument pas en projet, parce que déjà on vit dans un appartement qui est pas immense non plus. À la base j'étais pas forcément hyper chaude pour qu'on ait un chat, et puis l'envie s'est faite, et du coup Uta est arrivé, donc je suis très heureuse d'avoir mon chat, mais clairement l'appartement serait trop petit pour 2 animaux. Axel lui en plus est plus de la team chien de base, et on est tous les deux d'accord pour dire que tant qu'on n'aura pas de maison, parce que notre objectif ça serait de devenir propriétaire d'une maison, donc double pénalité d'ailleurs, tant qu'on n'aura pas de maison et de terrain, on ne prendra pas de nouvel animal. Voilà, donc pour l'instant pas du tout en projet. Ensuite, ne lire que des romances de cul ou relire Crescent Poubelle en boucle. Alors, Crescent Poubelle, pour remettre, pour remettre un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque, Crescent Poubelle, c'est le gentil nom que j'ai donné à Crescent City de Sarah J. Maas, que je n'ai absolument pas aimé, et que j'ai abandonné. Enfin, j'ai lu le premier tome en entier, j'ai lu à peu près la moitié du deuxième tome et j'ai abandonné à ce niveau-là. J'ai détesté Crescent City, donc je l'ai renommé gentiment Crescent Poubelle. C'est de l'humour, hein, chacun ses goûts. Ceux qui aiment Crescent City, je ne vous juge pas, je ne comprends pas la hype, mais je ne vous juge pas. Ou sinon, ne lire que des romances de cul. Vous voyez peut-être, si vous me suivez, que ce n'est pas forcément le genre que je vous présente le plus. Effectivement, j'ai beaucoup de mal avec les romances qui sont très portées sur les scènes de smut. Donc les scènes de smut, les scènes de fesses, hein, vraiment. C'est pas quelque chose que j'aime, au contraire, c'est quelque chose qui me dérange à trop grande échelle dans un roman. Quand il y en a une ou deux qui justifient l'histoire, il n'y a aucun problème. Quand c'est une tous les chapitres, ça commence à vraiment m'énerver. Donc ne lire que des romances de cul ou relire Crescent Poubelle en boucle. Je pense que je dirais quand même ne lire que des romances de cul, parce que au moins l'avantage c'est qu'on a des histoires nouvelles, on n'est pas obligé de relire la même histoire encore et encore, et surtout parce que Crescent Poubelle, un des reproches que je lui faisais, c'était justement d'avoir trop de scènes de fesses, donc dans tous les cas le problème serait le même, donc autant que ça soit avec des histoires nouvelles à chaque fois, on sait jamais, il y en a peut-être une qui me plaira. Ensuite, les 3 sagas que tu veux commencer, que tu veux avancer, que tu veux terminer. Très intéressant comme question. Les 3 sagas que tu veux... Alors, la saga que j'aimerais commencer, j'en ai beaucoup, hein, vous avez vu dans mes vidéos saga, à commencer qu'il y en a quand même une belle tartouillée. Qu'est-ce que ce serait la saga que j'aimerais commencer et que je n'ai pas encore commencé? C'est assez compliqué, ma foi, comme question. C'est très dur. C'est très dur, je regarde toute ma palle, là, c'est terrible. C'est terrible. Si, les Hunger Games. Les Hunger Games, j'aimerais vraiment les lire cette année. En tout cas, les commencer. Parce que j'ai les 3 tomes principaux dans ma palle et j'ai tout ce qu'il faut, quoi. J'ai tout ce qu'il faut. Il me manque peut-être le préquel et encore, c'est pas nécessaire à la vie. Donc j'aimerais vraiment commencer Hunger Games. Sinon, la saga que j'aimerais avancer, alors j'en ai plusieurs, hein, que j'aimerais avancer, mais si je devais en choisir qu'une que j'aimerais avancer...
Oh, c'est pas facile non plus. Mine de rien, si l'Empire du Vampire, donc avec le tome 2, l'Empire des damnés de J. Christophe, je vous l'avais présenté à la base dans ma palle du Villa Books Challenge en 2024, je ne l'ai pas avancé, donc j'aimerais vraiment beaucoup avancer celle-ci. Et enfin, la saga que j'aimerais terminer, quelle saga j'ai dans ma palle pour laquelle il ne me reste plus qu'un seul livre à lire et que je me dis c'est bête, mais si, évident en fait, je suis bête. Les Mémoires de la forêt. Les Mémoires de la forêt de Michael Brarno, j'aimerais beaucoup lire le tome 4, je l'ai dans ma palle. Donc ouais, j'aimerais vraiment beaucoup terminer cette saga assez rapidement. Enfin, combien de livres contient ta palle? La question qui fait palle. J'ai compté ma palle pour remplir mon carnet de lecture de 2025 et au 1er janvier, j'étais donc à 518 livres dans ma palle. Voilà, donc j'ai pour objectif cette année, on va rester un petit peu réaliste, d'arriver en dessous des 500 livres dans ma palle, avec du coup les fluctuations qu'elle va connaître dans l'année. Arriver en dessous de 500, déjà, je serais pas mal contente. On veut une partie 2, mi-résumé avec Axel. Ah là là, oui, c'est vrai qu'on avait fait ça avec Axel, c'est peut-être il y a plus d'un an, je suis même pas sûre que ça ait été en 2024, c'était peut-être en 2023. Avec Axel, Axel était apparu dans une vidéo, on avait fait une vidéo tous les deux, où je lui montrais une couverture, je crois que le concept c'était, je lui montrais la couverture d'un livre et je lui demandais de deviner le titre. Ou je sais plus ce que c'était la vidéo qu'on avait fait tous les deux, mais on s'était bien marré, il avait vraiment bien joué le jeu, c'était trop cool. Mais là, ça pourrait être chouette, de faire une vidéo mi-résumé avec lui, ça pourrait être très très marrant, je pense. Le connaissant en plus, c'est pas le dernier pour rigoler, je pense que ça pourrait être drôle. Ensuite, on demande quel est ton loisir créatif préféré et lequel aimerais-tu plus faire? Sans grande surprise, le coloriage, surtout le coloriage mystère, c'est mon loisir créatif préféré, mais si je devais en découvrir un autre, j'aimerais redécouvrir les puzzles, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de puzzles et ça me manque beaucoup, mais le temps, toujours et encore le temps. Mais j'aimerais beaucoup recommencer à faire des puzzles, j'adore faire des puzzles. Et si je devais en découvrir un nouveau, ça serait... Qu'est-ce que ça serait? Il n'y en a pas vraiment, hein, il n'y en a pas vraiment, parce que je suis très satisfaite avec ce que j'ai pas forcément envie d'en découvrir des nouveaux. J'ai déjà du mal à prendre le temps de faire ceux que je sais que j'aime faire, alors avant d'en découvrir des nouveaux, compliqué. Ensuite, plutôt manga ou webtoon? Alors là, pas grande difficulté à la réponse. Manga, depuis toujours. Je lis des mangas depuis que je suis au lycée. Je vais avoir 30 ans, donc ça doit faire une bonne quinzaine d'années que je lis des mangas. Là où les webtoons, j'en ai lu qu'un seul dans ma vie. Donc ça va être vite vu comme question. J'ai pas assez de recul sur les webtoons. Et de toute façon, je préfère les mangas... Je préfère les sagas longues, les couleurs c'est très beau, mais en même temps, je sais pas, je trouve que le côté noir et blanc d'un manga apporte un petit quelque chose aussi. Je suis plus team manga, j'aime beaucoup, je préfère les sujets, la façon dont c'est abordé, les codes du manga me plaisent énormément. Là où pour l'instant le webtoon, en ayant lu qu'un, j'ai pas assez de recul pour vous en parler. Ensuite, sur YouTube, on me demande, fais-tu des coloriages autres que Disney? Si oui, lesquels? Sinon, lesquels te tenteraient le plus? Oui, je fais quelques coloriages autres que Disney. J'ai notamment 2 autres cahiers de coloriage que ceux Disney. Ça reste des coloriages mystères. C'est le cahier de coloriage sorcière et le cahier de coloriage manga. 2 cahiers que j'aime beaucoup. Et j'ai depuis mon anniversaire reçu de la part de ma meilleure amie des petits cahiers de coloriage qui sont tout cosy, tout poupi. Je crois que je vous les avais montrés normalement. Je vous les avais montrés normalement dans la vidéo des cadeaux d'anniversaire que j'avais reçus. Et du coup là, c'est pas du tout un effet mystère, c'est vraiment on choisit nos couleurs et on fait des petites scénettes ou des petits personnages trop mignons, trop kiki et que j'aime beaucoup. Et rien à voir, mais tu écoutes quoi comme style de musique en ce moment? Ah, c'est vrai qu'on parle jamais musique. Je suis très curieuse d'ailleurs, à ce moment-là de la vidéo, mettez pause et écrivez-moi en commentaire, selon vous, qu'est-ce que j'écoute comme genre de musique? Quel est mon style musical? Je suis très curieuse de savoir ça. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont je vous parle pas forcément, c'est pas forcément quelque chose... pourtant j'adore la musique, hein, vraiment c'est... Une fois, je me souviens un jour, Axel m'avait demandé, il y a peut-être un an ou deux, si tu devais choisir entre la lecture et la musique, qu'est-ce que tu choisirais? Je choisirais la musique. Pour moi, la musique est hyper important. J'ai fait du violon, j'ai fait de la guitare dans ma jeunesse, donc la musique a toujours été là. Et mes goûts musicaux, j'écoute depuis des années et toujours en fond du métal. Je suis une grosse métalleuse, je suis allée au Hellfest, j'aime beaucoup je fais des concerts avec des pogos, avec des Wall of Death, oui, voilà, j'aime beaucoup le métal, j'aime beaucoup les gens qui crient. Voilà. Et j'écoute aussi beaucoup, et ça c'est pendant très longtemps j'avouais pas trop et je me cachais un petit peu, mais j'écoute aussi beaucoup de K-pop. Voilà. De la K-pop, donc de la pop coréenne. Je pense que mes 2 genres musicaux principaux, c'est ces 2-là, c'est du métal. Alors c'est principalement du métal japonais et américain que j'écoute, et de la K-pop. Ça n'a rien à voir, mais ça se mélange très très bien dans ma liste d'écoute, donc ne vous en faites pas pour moi.
Et enfin, on me demande, si tu ne devais acheter qu'un seul cahier de colo en 2025 dans les futures sorties, lequel ce serait? Ah, c'est pas facile parce qu'on n'a pas encore toutes les sorties d'annoncer, mais sur les sorties que l'on connaît, il y en a deux, et c'est très compliqué de choisir. Il y a le héros versus méchant. Héros versus méchant, bien évidemment, qui me donne très envie, mais il y a aussi un cahier qui sera 100% la petite sirène, où du coup, on aura pas mal de coloriage d'Ursula, et j'aime beaucoup la petite sirène. C'est pas forcément que je l'aime beaucoup en tant que personnage, parce que je l'affectionne pas plus que ça, mais je la trouve très belle esthétiquement, donc pour du coloriage, je serais très contente de la colorier, mais je pense que je resterai sur le héros versus méchant, qui va paraître au mois d'avril, je crois. Il a annoncé, non, si, je ne sais plus. Avril, mai, quelque chose comme ça. De toute façon, je vous mettrai le visuel ici, je vous mettrai la date de sortie aussi estimée. Mais ouais, si le héros versus méchant, je pense que c'est celui qui me donne le plus envie. C'en est donc tout pour cette FAQ. J'espère que vous l'aurez apprécié. J'espère que vous en aurez peut-être appris un petit peu plus sur moi et que vous l'aurez trouvée intéressante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à réagir sur ce que j'ai pu vous dire ou à me poser encore 2-3 questions auxquelles je n'aurais peut-être pas répondu et que vous vous posez. Auquel cas, je répondrai en commentaire, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, eh bien écoutez, je vous invite à mettre des points d'interrogation. Est-ce que ça existe l'emoji point d'interrogation? Un emoji en tout cas qui renvoie un peu au questionnement, ça peut être pas mal du tout, ça ma foi. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ce soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!